Voilà, retour sur le plateau après la pause. On va passer maintenant au Mali, évoquer ce mouvement de contestation qui agite le pays ce vendredi même. L'imam Mahmoud Dicko a tenu une nouvelle manifestation gigantesque. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tente de jouer la médiation. Une mission ouest-africaine de haut rang a entrepris depuis jeudi une tentative de médiation au Mali pour tenter de dissiper la crise politique en cours à la veille d'une nouvelle manifestation. Donc hier, la mission était là. Cette mission de la CEDEAO a rencontré le Premier ministre malien Boubou Cissé et devait donc s'entretenir ensuite avec les principaux acteurs de la crise, le président lui-même en fin d'après-midi. Auparavant, le chef de file de la contestation, l'influent imam Mahmoud Dicko. Il y a la présence, Vivien Tomi, de la mission de la CEDEAO qui rencontre les hautes personnalités. Au même moment, Mahmoud Dicko maintient sa manifestation. Est-ce que ça veut dire que pour lui, le temps de la diplomatie, de la médiation est terminé? Vous savez que l'imam Dicko a même rencontré le président Ibeka. Malgré cela, il continue pas à maintenir effectivement les manifestations. Premièrement parce qu'il fait partie maintenant d'une coalition qui est composée de partis politiques et d'organisations de la société civile, qui ne peut pas accepter comme ça que toi, l'imam, ou toi qui es nommé coordinateur, bon, tu puisses décider tout seul, parce qu'il faudrait que tous les autres soient d'accord. Vous voyez, dans cette coalition, j'ai même un ami qui est Sissoko, qui est cinéaste et puis président d'une organisation de société civile. C'est des gens qui ne se laissent pas faire très vite. Donc si l'imam Dicko ne sait pas faire, il risque d'avoir des problèmes déjà avec ses compagnons de lutte. La première chose. Seconde chose, c'est que au niveau du Mali, l'imam, comme tous ceux qui l'entourent pour conduire cette lutte, ils ont compris qu'il faut maintenir la pression pour que le président puisse peut-être fléchir. Vous savez, c'est ce même imam qui a conduit des manifestations qui ont abouti à la démission d'un Premier ministre. Donc, il se dit qu'aujourd'hui, ça peut être encore possible. Alors, il faut maintenir, en dépit de la présence des négociateurs, des médiateurs de la CEDEAO dans le pays, il faut maintenir la pression pour que le président puisse quand même fléchir. Et au même moment que le président, vous savez, même avant-hier ou hier, le président Ibeka a annoncé quand même des ouvertures, notamment un dialogue en vue, la formation d'un gouvernement d'union. Il envisage même peut-être dissoudre le Parlement. Dissoudre même le Parlement s'il le faut. Mais tout cela n'a pas encore convaincu ceux qui contestent effectivement le fait qu'il soit toujours au niveau du fauteuil présidentiel. Aujourd'hui, la CEDEAO a une mission difficile parce que, vous savez, il n'y a pas eu d'anticipation en tant que telle. Les mouvements sont arrivés à un niveau où il y a une grande détermination. Sauf que ce que la CEDEAO est en train de craindre, et elle intervient, c'est que si nous avons l'habitude, ou nous prenons l'habitude aujourd'hui de chasser nos dirigeants élus démocratiquement avant la fin de leur mandat, cela va créer un autre problème pour la zone. Parce que si la CEDEAO l'accepte ou la communauté internationale l'accepte aujourd'hui dans ce pays, ça veut dire que demain, ce serait également le tour de notre pays et ça fait peur à tous les chefs d'État de la CEDEAO, donc à la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO va réussir sa mission? Oui, c'est possible parce que ni Ibeka n'a intérêt à foncer dans le mur, ni les contestataires n'ont pas intérêt à mettre le pays à feu et à sang. Il est important d'aller vers la négociation, vers le dialogue. Toutes les guerres finissent toujours par le dialogue. Pourquoi ne pas commencer par le dialogue? Alors, on a vu, et Vivien le rappelait, le président Ibeka avait fait montre d'une certaine ouverture. Pour lui, toutes les questions pouvaient être discutées. Il peut même envisager dissoudre le Parlement, qui n'a que 2 mois, il me semble, dissoudre la Cour constitutionnelle. Mais tout cela ne rassure pas en face. Le mouvement de contestation a maintenu sa manifestation de ce vendredi. Oui, et à l'inauguration de ce mouvement de contestation porté par le grand imam Dicko, il faut rappeler, après leur première sortie, je pense la semaine dernière, il avait fait une sortie et lorsque vous l'écoutez, vous lisez un peu dans les lignes, il n'avait pas, du moins dans l'intention, même si c'était le mot d'ordre, de pouvoir faire déguerpir le président
IBK, en réalité, en expliquant, c'est pour motiver un peu ou forcer la main au pouvoir d'aller à ce dialogue-là, du moins en ce qu'il a dit dès sa première sortie. Mais à la longue, on voit directement qu'il y avait autour de lui, c'est vrai que ces initiatives, ou du moins ce qu'il entretenait avec ses sorties, n'est pas forcément partagé au fil du temps avec tous les autres démembrements de ce mouvement, parce qu'il y a d'autres qui ont révélé carrément qu'ils sont intransigeants sur le départ d'IBK au pouvoir, avec naturellement ce qui porte comme revendication. Et aujourd'hui, on sent directement qu'au niveau de ce regroupement-là, il y a des fissures qui se font déjà sentir, compte tenu du fait qu'ils ne sont plus sur la même longueur d'onde d'explication de la chose. Mais au-delà de ça également, ce qui, moi, a exacerbé un peu cette situation, c'est réellement le fait jusqu'au jour d'aujourd'hui que l'enlèvement de Soumaïla Cissé, qui n'est pas jusqu'au jour d'aujourd'hui défini, parce qu'il a fallu cette sortie-là qu'il puisse quand même faire une sortie pour expliquer réellement, et les Maliens le prennent au mot. Puisque avant ces mouvements-là, jamais sur des spéculations sur des signes de vie de la personne, etc. Or, on demandait, puisque je pense que lorsque nous écoutons à l'international, c'est vrai que les ravisseurs ont demandé des rançons. Aux dernières nouvelles, ils ont demandé des rançons. Mais lorsqu'on parle de l'État ivoirien, qui est garant normalement parce que nous étions à une période électorale et il appartenait à l'État malien d'assurer la sécurité de tout le monde. Donc, en ce sens-là, il est responsable. Donc, partant de là, on ne peut pas demander des rançons à l'État et que cela traîne. Soit on peut révéler d'autres pesanteurs qui puissent... Les États-Unis disent nous ne donnons jamais de rançon. Ouais, donc, pour l'expliquer, mais voilà. Donc, pour le Malien, c'est l'État qui est responsable et l'État ne peut pas nous dire que voilà ce qu'on demande comme rançon. L'État malien ne l'a pas. Donc, c'est une volonté manifeste de ne pas sortir ce rançon-là pour le retour de Soumaïla Cissé. Soit, carrément, on peut aller jusqu'à lui prêter des signes de complicité. Parce que ce ne sont pas les moyens réellement en numéraire qui peuvent manquer naturellement. Donc, partant de là, moi, j'estime que si IBK voudrait, parce que tout ce qui lui est reproché aujourd'hui, je pense qu'il le sait, et puis ce que portent ces mouvements, il le sait, ce ne sont pas des choses qui sont impossibles à faire. Et surtout, la question sécuritaire, c'est vrai qu'on ne peut pas estimer que c'est là Benjamin des idées. Mais avant cela également, il faut compter avec le coup d'État qu'on avait estimé. C'est vrai qu'il n'y avait pas trop d'éléments pour justifier cela. Mais réellement, eux-mêmes, l'État malien a prouvé réellement qu'il y avait un coup d'État. Et ce coup d'État a échoué. Ce coup d'État peut réellement déverser sur ces mouvements qui peuvent l'emporter rapidement. Alors, comme Imayaba, la CEDEAO est là. C'est une mission de très haut niveau qui a été envoyée par le président en exercice de la CEDEAO, le président nigérien Mamadou Issoufou, qui a rencontré le Premier ministre, un certain nombre d'acteurs qui devaient rencontrer Diko. CEDEAO est là, Diko maintient sa manifestation. Ça veut dire que la mission part mal. La CEDEAO peut-elle réussir? Oui, en fait, j'estime que la CEDEAO peut réussir. Puisque aujourd'hui, même quand vous regardez dans ce mouvement, l'imminent imam même n'est pas contre la négociation. Il dit, il peut y avoir la négociation, mais nous maintenons notre manifestation. Donc, c'est dit qu'aujourd'hui, ce que demandent les manifestants, c'est entre-temps, le régime IBK avait déconsidéré ce groupuscule de personnes qui manifestaient. Vous savez qu'aujourd'hui, ce mouvement-là est en train de pousser des racines. Donc, aujourd'hui, ce gouvernement est en train d'être inquiet par rapport à cette largesse, à cette expansion de ce mouvement, et que s'il ne se met pas dans de beaux draps aujourd'hui, demain, ça risque de le rattraper. Mais la Côte d'Ivoire, la CEDEAO va réussir sa mission comment? Parce que aujourd'hui, cette médiation qu'est en train d'amener la CEDEAO est justifiée. Parce que dans une région comme le Mali, qui est déjà fragilisé par le terrorisme, et puis le corona qui est là encore se mettre dans cette bataille de chasse à l'homme où il faut peut-être chasser quelqu'un au pouvoir légitimement élu, je crois que ça peut créer beaucoup de désastres. Et donc c'est pourquoi la CEDEAO doit faire l'effort supplémentaire pour réussir le pari, parce qu'il n'a pas droit à l'erreur. La CEDEAO n'a pas droit à l'erreur. Et ici, les manifestants aujourd'hui, c'est quoi ils demandent? Ce qu'ils demandent, en fait, c'est simple. Si aujourd'hui, par exemple, on parle de dissoudre l'Assemblée, que le départ de IBK, qu'est-ce qu'on reproche à ces grandes institutions? C'est la gouvernance.
C'est la gouvernante. Et aujourd'hui, si le gouvernement d'Ibeka estime que toute la population, toutes les institutions qui sont à sa charge ne fonctionnent pas bien, ça a lui peut-être de prendre des initiatives pour rassurer les manifestants. C'est ça qui aujourd'hui laisse le mouvement un peu dans un dilemme. Parce qu'il ne sachant mais il a rencontré l'imam Diko, oui, il a fait des annonces aussi. Qu'est-ce qui est sorti de leur rencontre? C'est aussi ça le problème. Parce que ça ne rassure pas. Il a fait beaucoup de concessions aussi. Oui, mais ça Vous ne savez, rassure pas. Sur les revendications des enseignants qui étaient latentes depuis des années, il a concédé finalement. Il a dit que, puisqu'il y avait aussi l'autre question des élections législatives qui étaient frauduleuses, il a concédé. La Cour constitutionnelle dit on peut la dissoudre. Finalement, qu'est-ce qu'on veut de lui? Il n'a pas un bâton magique. Oui, c'est ce que je dis. C'est sa tête qu'on veut en réalité. On veut fléchir, on veut faire fléchir Ibeka. Sur quoi? Sa démission? Les aspects, ça doit être sa démission. Fortement, c'est sa démission. Oui, mais ce qui m'inquiète, c'est que nous sommes en 2020 et dans 2 ans, le mandat de M. Ibeka sera fini. Donc, pourquoi ne pas effectivement mettre tout en œuvre pour faire des élections crédibles et faire venir une autre personne? Parce qu'une zone comme la zone du Mali, la zone du Mali se met aujourd'hui à destituer le président sur un coup de tête. Parce que l'imam Diko lui-même était un proche collaborateur, un ami de Ibeka. C'est eux qui ont soutenu Ibeka. Alors, il ne faut pas que le Mali fasse cette erreur chaque fois qu'il y a un problème avec une personne, de changer de régime. Au même moment, les djihadistes, eux, ils en profitent pour continuer, pour pas gagner du terrain. Mais cet aspect de la somme, moi, il me porte à faux contre cela parce que, vous savez, ATT, qui dit il y a 2 ans, dans 2 ans, le président ne voulait pas avoir... Or, ATT a été démis de ses fonctions par un coup d'État. L'année même, il devait avoir des élections. Tu as parlé de coup d'État. Donc, oui, est-ce qu'un coup d'État est démocratique? Un coup d'État, c'est pas une révolution du peuple. On a fait chuter ATT. Ça n'a pas résolu le problème. Oui, c'est que le problème, voilà. Et ça également, je pense que au niveau de cette gouvernance-là, il faudrait aussi tenir compte du fait que d'abord, Ibeka a eu un premier mandat sans souci, plus ou moins, parce que c'est vrai qu'il y avait des problèmes internes, comme c'est partout d'ailleurs en Afrique, mais un deuxième mandat où carrément le peuple également, c'est vrai que l'élection, ou du moins a été contestée, mais je pense qu'elle a été, pas pour la plus grande partie de ses opposants, concédé du moins, parce que lorsqu'on conteste des élections, je pense que c'est devenu la dada de tous les Africains. Donc, ça ne peut plus être un pesanteur d'explication de la crédibilité d'une élection. Partant de là, je pense que les clichés sur lesquels la CEDEAO a entamé, bon, c'est 3 organisations, il n'y a pas que la CEDEAO, mais étant donné que c'est la CEDEAO qui est le chef de la chose. Donc, ils partent carrément sur des alertes. Des alertes comme partout d'ailleurs, qui viendront peut-être en rajouter à une crise déjà, qui cause déjà problème au niveau du Mali. Et ces alertes-là sont déjà là. Et comme je le disais tantôt, il y avait un coup d'État qui pouvait peut-être le démettre, comme ce fut le cas avec les autres présidents, qui ne l'a pas eu. Et tous ceux-là ont reversé vraiment ces mécontentements que portaient naturellement aussi les soldats. Parce qu'aujourd'hui, le fait que les gens périssent sur les champs, etc., il y a les familles qui deviennent de plus en plus nombreuses. On ne peut plus compter. Ça fait des milliers déjà qui sont morts. Donc tout ceci fait que nous sommes dans une sorte de salade russe qu'il faudrait réellement mettre balle à terre. Et ce dialogue-là, je pense qu'on ne pourrait plus arriver, peut-être le coup d'État déjà derrière lui. On ne pourrait plus aussi aller à une manifestation qui puisse donc le faire partir au pouvoir. Aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de questions taboues de mettre sur ta table et tout ce que la population veut, parce que c'est tout, disons, les forces vives de la population qui manifestent contre carrément le gars. Quand on regarde aussi, Ibeka n'est pas en très bonne posture. Les manifestants dénoncent par exemple son impéritie, c'est-à-dire son incapacité à gérer les affaires. Il y a le terrorisme qui est là, les soldats maliens qui tombent comme des mouches sur le théâtre de guerre parce que sous-équipés, sous-armés, mal entraînés. Vous avez la question sociale, les enseignants qui boudent. Vous avez la question de l'éducation, donc quand il y a les enseignants, c'est l'école qui est au ralenti. En tout cas, finalement, on ne sent pas un président qui impose une marque à l'État malien.
le Mali est un pays qui avait des problèmes avant même Ibeka. Ce n'est pas Il les sous connaissait avant de Ibeka. demander le job, C'est mais pas voilà. sous Ibeka avant que de les postuler problèmes ont pour le commencé. job, il savait. Maintenant, dans un pays où il y a la menace terroriste, on est vraiment sous l'effet du marteau et de l'enclume parce que il est tiraillé de tous côtés. Il faut reconnaître ça aussi. Aujourd'hui, quand Ibeka voulait renforcer plus ses relations militaires avec la France, ce sont les Maliens eux-mêmes qui ont dit attention, nous voulons plus de colonisation. Alors, il se dit, mais attention, je ne vais pas créer des problèmes au niveau national en voulant défendre effectivement cette coopération. Aujourd'hui, moi je pense que les renversements par la rue ne constituent pas une solution pour l'Afrique. Quoique, il y a beaucoup de problèmes. Ce que M. Ibeka aussi devrait faire, c'est essayer de couper la voie de la corruption. Parce que si on prend par exemple l'équipement des militaires, ben, qu'est-ce qui cause ce problème? Pourquoi les militaires ne sont pas bien équipés? Est-ce que le président en décide directement? Non, je ne pense pas qu'un bon président puisse vouloir que ces troupes aillent mourir sur les champs de bataille. Mais quand, on ne punit pas effectivement ceux qui détournent l'argent qui devrait servir à faire un bon équipement à l'armée, c'est là où effectivement les gens ont raison de dire mais il y a la corruption qui s'est érigée en règle dans le pays et on a comme l'impression que Ibeka ne fait rien. Mais diriger un pays en guerre, un pays attaqué par les djihadistes, des territoires que vous ne pouvez même pas voir, des territoires que l'officiel ne peut pas visiter, ce n'est pas aussi facile que ça. Et moi, je pense qu'il y a eu les mêmes erreurs au Mali, parce que les mêmes personnes qui sont dans la rue aujourd'hui avaient soutenu Ibeka pour venir au pouvoir. Bon, maintenant que Ibeka fait mal, on veut le changer. Le mieux, c'est de faire le dialogue. Ce qu'il faut ajouter, permettez pour corriger ce qui ne va pas. Permettez un mot. Vous savez, ce rapport d'Amnesty également, où le Niger a eu quand même à dire que lui, il ne se reconnaît pas dans ce rapport. Le Mali, parce qu'il y a eu des exemples qu'on a révélés dans ce rapport-là, où les gens ont été libérés parce qu'ils ont quand même, des honnêtes populations que l'armée malienne essaie également de décimer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le Mali, l'État malien n'a pas porté de réserve par rapport à ce rapport. Et ça voudrait dire qui compatit, disons. La réussite de la mission de la CEDEAO se mesurera à sa capacité de faire asseoir ses acteurs autour d'une table de dialogue? Bien évidemment, puisque avant de réussir ce pari, il faut que les acteurs de la crise se mettent ensemble pour un dialogue, pour une négociation. Peut-être que ce mouvement, comme je l'ai dit tantôt, à l'époque qui était déconsidéré par le pouvoir d'Ibeka, aujourd'hui est en train de prendre ce mouvement au sérieux. Et donc, avec la médiation de la CEDEAO, je crois que pour trouver une solution à cette crise, il va falloir que les acteurs se mettent ensemble pour discuter des questions qui... Sauf que Ibeka et l'imam se sont déjà rencontrés à deux. Non, je parle du mouvement dans son ensemble. Je parle du mouvement dans son ensemble. C'est vrai que c'était des discussions de couloir. On oublie qu'il y a eu un grand dialogue au Mali tout récemment. C'est ça même qui a ouvert la voie. Le problème même du Mali, je termine, le problème du Mali ne date pas d'aujourd'hui. C'est n'importe... Vivien l'a relevé tout à l'heure parce que avant Ibeka, comment on l'appelle, ATT était là avec ses problèmes. Et il est parti par un coup d'État. Aujourd'hui, Ibeka est là, qui a été élu légitimement. Aujourd'hui, les mêmes problèmes persistent. Il a été élu, il a été réélu. Même plus que au temps de ATT, où aujourd'hui, quand vous prenez la menace terroriste, c'est au Mali. Et vous ne pouvez pas, depuis 2010, que ce terrorisme, combien de personnes sont mortes dans cette histoire de choses terroristes, là, c'est énorme. Donc, je crois que le problème malien, c'est un problème qui ne concerne pas que les Maliens. C'est un problème qui devait être discuté dans les pays arabes, c'est-à-dire les pays proches. Quand vous prenez, par exemple, les pays du Sahel. Les pays sahéliens, voilà, qui devaient rester pour discuter ce problème. Aujourd'hui, avec ce mouvement, avec ces contestations qui sont nées au Mali, ça peut profiter aussi. Ça peut profiter aussi. Pour faire prospérer même les djihadistes là qui vont opérer. Nous ne sommes pas contre les marches populaires, hein. Mais nous ne sommes pas contre les marches populaires, mais je pense qu'aujourd'hui la CEDEAO est déjà sur la bonne main parce que tous les acteurs sont dialogue pour le dialogue. Ils sont unanimes. Par contre, on la pause et on revient maintenant pour le dernier sujet.